Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Ça fait une semaine qu'on connaît les résultats du premier tour de l'élection présidentielle et donc les noms de ceux qui se disputeront nos suffrages le 24 avril prochain, soit les deux mêmes qu'il y a 5 ans, à ma droite Emmanuel Macron et encore plus à ma droite Marine Le Pen. Le 24 avril, nous serons en direct avec nos camarades du média vidéo Loopsider et ceux de la chaîne Twitch People pour vivre cette soirée du second tour, comme nous l'avons fait d'ailleurs le 10 avril pour le premier. 4 heures de direct, tout un tas d'invités et d'intervenants passionnants, dont voici 2 morceaux choisis en attendant la suite. Bienvenue dans Programme B. Premier extrait de cette soirée, la conversation que nous avons eue avec le communicant Raphaël Llorca, qui a signé le livre Les nouveaux masques de l'extrême droite aux éditions de l'Aube au début de l'année. Conversation que nous avons menée avec Hugo Smag et Nathan Morfoise de People, et qu'on a démarré avec cette interrogation: est-ce que cette présidentielle n'a pas vu l'aboutissement du processus de banalisation de l'extrême droite entamé depuis une bonne dizaine d'années? On dit souvent il s'est rien passé dans cette campagne. Je pense qu'il s'est passé plein de choses en fait. Et d'abord et avant tout ça, c'est-à-dire que il faut bien se rendre compte que ce qui va rester dans le débat public, là, dans l'entre-deux tours, mais dans les mois et dans les années à venir, c'est effectivement cette banalisation médiatique. On a entendu des mots, des expressions, on a vu des images reprises, tout un tas d'imaginaire d'extrême droite qui s'est largement imposé. Et effectivement, les médias ont eu leur part de responsabilité. Je pense aussi, quand même, pour ne pas tout à fait leur jeter la pierre, ça a été une stratégie d'infiltration des médias de la part d'extrême droite. On le sait, ils sont redoutables. Ils l'ont fait ailleurs, plein de pays, et on peut voir les similitudes de stratégie où effectivement il existe des techniques pour, alors c'est une expression qui est beaucoup apparue dans le débat public ces dernières semaines, c'est la fenêtre d'Overton. Alors je trouve que c'est très intéressant de le mentionner très rapidement. C'est l'idée qu'à tout moment il y a un spectre du dissible et de l'acceptable dans le débat public. C'est qu'il y a une fenêtre. Quand on est en dehors de la fenêtre, exemple Jean-Marie Le Pen dans les années 80 lorsqu'il parle de racisme anti-blanc, immédiatement c'est condamné. On ne fait pas de débat à la télévision pour dire pour ou contre. Et ben cette fenêtre d'Overton, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas figée, elle est mouvante. Donc elle peut évoluer dans le temps. Et deuxième élément intéressant, c'est que cette fenêtre d'Overton, on peut artificiellement la faire élargir. C'est-à-dire qu'avec des spin doctors. La baie vitrée d'Overton. Et effectivement, alors si on tire la métaphore. Ça existe vraiment, la baie vitrée, ou c'est toi qui l'invente? C'est moi qui viens d'inventer. On l'invente ce soir, c'est super, extraordinaire. ouais, effectivement, elle est tellement élargie que ça ressemble à, effectivement, plus une baie vitrée. Et ça, c'est dangereux parce que c'est simple, entre guillemets, d'élargir cette fenêtre d'Overton. En fait, il y a 2 techniques. C'est soit on le déborde par l'extrême, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ont un propos radical sur une échelle de 0,10 à 8. Par effet contraste, le propos à 7 paraît plus modéré. Et la deuxième façon de faire, c'est de venir l'effet frontière. On pousse sur la frontière de la fenêtre d'Overton. Vous parlez des médias. Cyril Hanouna a eu un rôle très important. C'est-à-dire que tous les soirs, il organise un débat clash. Il se situe à la frontière de cette fenêtre d'Overton. Et Overton nous dit, ça c'est très intéressant, le fait même d'organiser un débat le légitime. Combien même on aurait une position pour, une position contre, le fait même d'avoir le débat étant cette fenêtre d'Overton. Et je termine juste là-dessus. Donc simple, entre guillemets, à élargir, très difficile à refermer. J'ai juste une question dans le chat, justement, qui est un peu liée à ça, sur la baie vitrée d'Overton. Moi, j'achète. C'est Cyril Hanouna, Guillaume Pley, tous ces gens-là ont un rôle, parce qu'ils diffusent. Mais la question qui est dans le chat, que je reformule un peu, c'est mais il y a beaucoup de gens qui regardent. Donc du coup, quelle est l'articulation entre les deux? Parce que du coup, ça intéresse si les gens regardent. C'est le serpent qui se mord la queue. Est-ce que c'est un peu la question. Est-ce que c'est la demande? J'avais été intéressé par la réflexion de la politologue Chloé Morin, qui a écrit un bouquin très récemment qui a un peu renversé la vapeur en disant il faut arrêter de taper sur les médias et sur les politiques. On dit toujours c'est les vidéos de chats, les vidéos les plus radicales qui sont les plus vues, mais en fait il n'y a pas de fascisme sans fasciste, quoi. Donc à un moment donné les gens ils sont intéressés. Moi je pense que faut pas jeter la pierre à ceux qui regardent. Je pense que l'énorme responsabilité, c'est celles et ceux qui non seulement diffusent, mais surtout produisent ce type de stratégie. Et je pense qu'il y a eu, en fait, un besoin de réapprentissage en accéléré en France, de types de stratégies qu'on avait vues. Je parlais d'autres pays qui ont connu ça. L'Italie a connu ça avec Salvini. Les États-Unis ont connu ça avec Trump. Donc il y a des fonctionnements, des façons de fabriquer l'opinion publique qu'on a vues ailleurs,
à laquelle on n'était pas du tout habitué en France. Nous, on était encore sous l'extrême droite qui se dédiabolise. Donc, au fond, ce type de technique très radicale, qui hystérise le débat public, qui organise l'ensemble des discussions autour d'un certain nombre de thématiques restreintes, on ne le connaissait pas. Et donc, il y a eu besoin collectivement, que ce soit les hommes et femmes politiques, soit les médias, soit les citoyens, à avoir une espèce d'apprentissage accéléré pour essayer de réduire le plus possible l'impact. Mais effectivement, ça fait beaucoup de mal, je pense, à la démocratie en général. Hugo. Oui, et puis aussi, moi je pense que, juste pour terminer sur la question de, il y a des gens qui regardent, effectivement, il y a des gens qui regardent, mais est-ce que à la base, ils regardaient cette émission pour voir ça? C'est aussi un travail sur du long terme, c'est ça qui se fait, c'est de l'incrémentalisme, c'est petit pas par petit pas, et au fur et à mesure, on arrive finalement à ces débats, et moi je regardais, si ça se trouve, depuis 2 ans, et je me retrouve dans ce débat-là. Ça, c'était juste pour terminer. Sur la baie vitrée d'Overton, comme on peut la renommer maintenant. C'est grâce à toi, Thomas. Non, mais je trouve un fait quand même qui est très intéressant. Il y a la thématique du grand remplacement qui a été quand même quelque chose dont on a beaucoup parlé pendant cette campagne, puisqu'elle a été reprise notamment par Valérie Pécresse lors de son premier grand meeting. Comment Valérie Pécresse se retrouve-t-elle là-dedans à reprendre les thématiques de l'extrême droite finalement? Le grand remplacement, c'est le bon exemple d'illustration de ce que signifie cette fenêtre d'Overton. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était un concept qui était encore cantonné marginalement dans des sphères extrêmement restreintes d'extrême droite radicale. Renaud Camus, ça apparaît en 2010. Ça a été ensuite popularisé et un peu diffusé dans la fachosphère, et effectivement jusqu'à être repris dans les médias de très grande écoute. Avant Pécresse, il y a quand même un point très important, c'est le débat de la primaire LR. On est sur LCI. Pendant 15 minutes, Ruth Elkrief et David Pujadas interrogent successivement l'ensemble des candidats de droite. Et vous, le grand remplacement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer du tout l'effet tampon crédibilité sur une chaîne de très grande écoute. D'un coup, on a donné la visibilité à un concept jusqu'à être repris effectivement par Valérie Pécresse, qui était, alors moi je suis pas politologue, donc je vais pas chercher cette casquette-là, mais ce qu'on constatait, c'est qu'elle était un peu écartelée. C'est-à-dire qu'elle devait à la fois essayer de retenir récupérer les électeurs Macron et retenir les électeurs Zemmour. Donc elle était dans une espèce d'entre-deux, d'écartèlement un peu très inconfortable pour elle. Et je crois jusqu'à reprendre cette expression qui, je pense, est une faute politique. C'est une faute politique. Jean-Michel Apathy le disait, je fais du name dropping de journaliste. Marine Le Pen, elle a réussi à être la candidate du pouvoir d'achat et la candidate des chats. Elle a totalement changé de style. Et ça se voit visuellement, en fait. C'est qu'elle rit tout le temps. Enfin, c'est extraordinaire. L'émission chez Hanouna, moi, je me suis amusé, j'ai fait un mood board, des captures d'écran des moments où elle rigole. C'est la politique du rire. C'est assez incroyable. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 2012-2017, elle est sur une analyse de moments populistes. Où, en gros, sa stratégie politique, ça consiste à dire il faut coaliser tous ceux qui sont contre les élites, tous les mécontents, y compris les fâchés pas fachos. C'est ça, sa stratégie. Donc, elle est très dans la contestation, elle est très indignée. Et aujourd'hui, lorsqu'on l'a interrogée sur France 2, à l'Élysée 2022, il y a 10 jours, quelqu'un lui demande ça. Mais pourquoi vous êtes toujours aussi négative? Elle dit, mais je pense qu'on a changé. Il y a 5 ans, on devait jouer le rôle de lanceur d'alerte. C'est ça qu'elle dit. Et au fond, il fallait qu'on alerte sur les problèmes d'immigration, d'insécurité, de délinquance. Sa réflexion, c'est de dire, maintenant, tout le monde a compris qu'on avait raison, en fait. Donc, on n'a plus besoin d'insister sur ces points-là. Et deuxième élément très important dans sa réflexion, elle l'a dit à Magali Berda. Il ne faut pas ajouter de la fureur à la fureur du monde. Le monde, il est violent. Dans la rue, dans le travail. Il ne faut pas qu'il soit violent dans la politique. Et donc, elle a une sorte de basculement total. Moi, j'appelle ça la campagne thérapie. C'est qu'on a l'impression qu'elle vient accompagner émotionnellement les Français. Et les Français qui se retrouvent pas du tout dans un état de colère. Quand on demande... C'est l'Institut Ipsos qui fait ça. C'est quoi l'état d'esprit dominant des Français aujourd'hui? C'est pas du tout la colère, ça arrive en 6e position, c'est la fatigue. Les gens sont fatigués, en fait. Par la pandémie, par les gilets jaunes, par tout un tas de crises. Et on est rentré dans... Moi aussi, je fais du name dropping. Vincent Coquebert, le journaliste Vincent Coquebert a écrit un bouquin génial, c'est La sciation du cocon. En fait, qu'on se recentre tous dans sa sphère de l'intime, du foyer. Et le chat, c'est pas tout à fait anecdotique, cette histoire. C'est-à-dire que en 2017, elle mettait déjà en valeur cette histoire de chat, mais il y avait une espèce de dissonance cognitive. Elle hurlait sur les meetings, et par ailleurs, elle mettait en valeur sa proximité avec les chats. Là, ça entre en résonance avec 2 choses. 1, l'état de la société, la fatigue, et le chat, c'est l'animal de la sciation du cocon, et ça parle. On peut pas être poétique du cocooning chez Marine Le Pen, non? C'est la seule candidate qui a démultiplié le nombre d'interviews en intérieur. Et à l'intérieur, c'est à chaque fois sur les sofas moelleux, des lumières tamisées,
rire à gorge déployée. Karine Le Marchand est un très bon exemple de ça, mais elle a démultiplié ce type d'interview. Et deuxième élément, ça entre aussi en résonance, je finis juste là-dessus, sur sa stratégie politique, qui ne consiste plus à coaliser les colères, qui consiste à endormir le Front républicain. C'est ça qu'elle essaye de faire, en fait. C'est qu'elle a compris que son seul chemin de victoire, en fait, ça consiste pas, encore une fois, à exciter les passions, ça consiste au contraire à accompagner l'apathie générale pour faire en sorte que celles et ceux qui voteraient par réflexe contre elle au deuxième tour s'abstiennent. Est-ce que Marine Le Pen, finalement, qui était avant une espèce d'anti-Macron, s'est énormément rapprochée de lui en créant elle-même sa marque neutre ? Beaucoup de choses dans ta question. Hein. Ouais, parce que... Ouais, non, mais ce qui est marrant, ce qui est drôle quand même, drôle. Ce qui est saisissant, c'est qu'il y a un an, il y a un sondage qui montrait que 70% des Français refusaient le duel Macron-Le Pen au deuxième tour. On a vécu 1000 péripéties et on arrive finalement à la même tête d'affiche. Le réflexe, ce serait de dire tout ça pour ça. Moi, ce que je pense, vraiment important de souligner, c'est que c'est pas retour à la case départ. C'est qu'entre les deux, on a beaucoup parlé de Marine Le Pen tout à l'heure. Je crois que ce qui caractérise la stratégie d'image de Le Pen, c'est qu'elle est venue coller à tout un tas de signes et de symboles de Macron. C'est que c'est hyper contre-intuitif. C'est-à-dire qu'elle s'est construite en opposante politique numéro 1, mais en venant faire converger son système symbolique vers celui de Macron. Moi, j'avais été très marqué par son affiche qu'a lancé toute sa pré-campagne, « Liberté, liberté chérie ». C'est qu'elle reprenait le concept de liberté, qui n'est pas franchement une tradition d'extrême droite, qui appartenait plutôt au logiciel libéral de Macron de 2017. Le Louvre, en janvier, fait une vidéo, elle revient sur le lieu du sacre d'Emmanuel Macron en mai 2017, et elle dit « Je reviens prendre le même symbole pour refermer la parenthèse du macronisme ». Dernier exemple, quand on lui demande, là très récemment, c'est quoi les premières choses que vous feriez en tant que femme élue présidente de la République ? Elle dit, je ferai 3 choses. J'irai à la basilique Saint-Denis, symbole de la monarchie. J'irai aux Invalides, symbole de l'Empire. Et j'irai sur la tombe du général de Gaulle, symbole de la République. 3 symboles que maniait Emmanuel Macron depuis 5 et même 7 ans, parce que même ministre de l'économie, il commençait à articuler ces 3 éléments. C'est très frappant. Et en fait, pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Parce qu'en fait, la question, c'est ça. Je pense que ce qu'elle vise à faire, c'est de rendre beaucoup plus diffus, beaucoup moins net l'opposition qu'il va y avoir dans l'entre-deux tours on va voir ce qui va être qualifié évidemment, mais c'est rendre beaucoup plus diffuse cette différence entre Macron et Le Pen. C'est-à-dire que les deux, il faut bien se rendre compte que, de manière très habile, elle est en train de retourner les polarités dont elle était victime en 2017. Moi, j'en vois 3. Premier élément, union des unions. C'était elle la candidate de la désunion et lui le candidat de l'unité. Elle revendique être le candidat de l'unité nationale en disant mais c'est vous qui divisez sur les gilets jaunes, sur les non-vax, etc. Puis elle a créé le Rassemblement national en plus. Oui, alors effectivement, c'est là qu'on voit, c'est intéressant, c'est une stratégie qui est antérieure à l'arrivée d'Éric Zemmour. C'est depuis longtemps, elle pose ces jalons-là. Deuxième élément, sur le programme. C'est Macron qui avait un programme clair et elle qui avait un programme flou en 2017. Là, elle inverse le truc. Mais le programme Macron, c'est une série de mesures, mais quel projet politique pour la France est-ce que ça dessine ? Elle inverse. Et dernier élément, très frappant, calme agressivité. On se rappelle du débat d'entre-deux tours en 2017. C'est lui, le calme olympien, serein, etc. Et elle, l'agité, qui perd un peu ses nerfs et qui, on a tous vu les extraits qui, depuis, sont même devenus des mèmes, etc. Là, c'est l'inverse. C'est lui qui attaque bille en tête et c'est elle qui se gausse d'être la candidate sereine, calme, etc. Donc, on a une espèce non seulement de convergence des symboles, mais même d'inversion sur un certain nombre de points, ce qui me fait dire que l'entre-deux tours va être beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'elle est en train de priver un certain nombre de cartes qu'avait Emmanuel Macron en 2017, qui ne pourra plus utiliser de manière aussi claire et efficace dans l'entre-deux tours cette année. Est-ce que le vote utile maintenant, il marche encore, vu que ça fait 3e campagne et que c'est un peu dédiabolisé ? À force de crier au loup, c'est ça le risque en fait. Et qu'effectivement, le paradoxe, c'est qu'elle a peut-être jamais été aussi proche du pouvoir et peut-être que ce réflexe anti-extrême droite et ce front républicain n'a jamais semblé aussi fragile. Mais il faut bien comprendre que tout ça, c'est aussi l'objet d'une stratégie. C'est qu'elle a œuvré depuis 6 mois, 8 mois, 1 an à neutraliser petit à petit ce réflexe anti-extrême droite, à annuler cette étiquette même d'extrême droite. Et donc tout ça, on voit effectivement que ça, à mon avis, ça va être beaucoup plus difficile de la diaboliser. C'est-à-dire que Macron a essayé de faire, juste avant le premier tour, l'idée du tandem, qui je pense est un vrai bon axe, c'est-à-dire le tandem Zemmour-Le Pen. C'est-à-dire qu'au fond, c'est 2 faces d'une même pièce, et que évidemment que si Le Pen est élu, il devra faire de la place dans son gouvernement à des zemmouristes. Peut-être pas le Zemmour lui-même, mais à des zemmouristes.
La question, c'est jusqu'où il doit aller dans la diabolisation pour ne pas forcément effrayer ceux qui pourraient voter pour lui, et de l'autre, quand même, attirer tous celles et ceux qui auraient peur de voir l'extrême droite au pouvoir, quoi. Le deuxième moment de cette soirée électorale qu'on a eu envie de vous faire réécouter, c'est la passionnante discussion qu'on a eue avec le militant et vidéaste Someboy Vrainon, le créateur de la chaîne YouTube Histoire Crépue. Nathan Morfoise de People était toujours à mes côtés et nous avons été rejoints par ma camarade Judith Duportail qui anime notamment le podcast On peut plus rien dire que je vous conseille vivement. On a commencé par demander à Someboy Vrainon son sentiment sur la place de l'histoire dans cette campagne électorale, tant on a eu l'impression qu'elle n'avait jamais été aussi présente, mais surtout aussi instrumentalisée. Ce que j'ai repéré tout de suite, c'est que oui, l'histoire avait beaucoup de place dans cette campagne, mais notamment la dimension coloniale de l'histoire française, avec tout ce qui se passe à l'extrême droite, tout le discours de l'extrême droite, qui est en fait une sorte de remobilisation de la rhétorique de l'empire colonial français. Et donc, moi, c'est ça qui m'a frappé, c'est de voir à quel point les thématiques, on a le mot grand remplacement, le mot assimilation, des mots comme séparatisme, qui sont des liens directs avec l'histoire coloniale française dès qu'on connaît un petit peu cette histoire, et à quel point tout ça a été des éléments structurants et phares dans la campagne, mais qu'on ne les a pas forcément interprétés comme tels. Voilà. À votre avis, pourquoi est-ce que l'extrême droite aime autant convoquer les vieilles figures historiques, toujours revenir aux vieilles histoires du Moyen-Âge ? Enfin, pourquoi ils sont autant attachés à tout ça, selon vous ? Je pense qu'il y a une sorte de fascination, de nostalgie d'un roman national français qui a été un roman d'une France grande qui rayonnait dans le monde, une France conquérante, avec l'idée de reconquête d'Éric Zemmour qui est un peu de faire revenir justement tout cet imaginaire-là. Et il y a un sentiment que cette France-là, qui a été une France qui a été façonnée beaucoup par le roman national. Il y a eu Ernest Lavis, qui a été un des premiers à écrire ce qu'on appelle, l'histoire de France. C'est un roman un livre qui s'appelle l'Histoire de France, qui était donné aux jeunes écoliers et écolières. Et en fait, du coup, c'est la nostalgie de ce roman national, de cette manière de raconter l'histoire de France qui revient. Mais en réalité, ce roman national, c'est pas vraiment l'histoire de France. On pourrait aussi se dire, on aimerait plutôt aujourd'hui mieux découvrir c'était quoi la vie concrète des paysans et pas seulement se baser sur la propagande. Oui, voilà, c'est ça, qu'ont laissé les souverains de l'histoire de France, quoi. Alors, on a beaucoup parlé d'histoire pendant cette campagne, d'histoire un peu réécrite, mais il y a certains aspects, notamment ce qu'on appelle les mouvements post-coloniaux, ceux qui veulent revenir sur le roman national officiel, dire que certaines grandes figures qui sont adulées, comme Gallieni, Jules Ferry, en fait, c'était aussi des grands acteurs de la colonisation, donc pas des gens si clean que ça. Et dès qu'on essaye aussi de poser ces débats-là sur la table, il y a un mur en face disant non, on peut pas. Pourquoi, selon vous ? Alors moi, déjà, j'ai envie de dire un truc par rapport aux résultats qu'on vient d'avoir, c'est que je suis pas vraiment surpris en fait par ce qui s'est passé là, d'avoir Macron et Le Pen qui arrivent au deuxième tour, parce qu'en fait, comme je le disais au début, je pense que depuis un moment, ce qui se passe, en tout cas au niveau de la gauche, et d'ailleurs on voit beaucoup de fractures à gauche autour des questions de l'antiracisme, de ce qu'on appelle la menace woke, etc. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu un travail de fond pour contrer l'argumentaire de l'extrême droite qui s'est déployé du coup depuis 60 ans, depuis la fin de la colonisation. Et du coup, on a comme ça un discours. On a dit stop au racisme, il faut faire barrage. Et comme tu le disais tout à l'heure, on est un peu fatigué de faire barrage à chaque fois. Et en fait, on sait même pas faire barrage contre quoi. Parce qu'on se dit à chaque fois faire barrage contre le racisme, mais on l'a même pas défini, on n'a pas pris le temps de comprendre d'où il venait, qu'est-ce que c'était, comment il s'était mis en place et pourquoi il était aussi actif aujourd'hui dans la société française. Et c'est là où moi j'ai envie de dire, il y a vraiment un travail important à faire justement, et c'est ça le challenge des 5 années qui vont arriver, peu importe qui est au pouvoir après le deuxième tour, mais ça va être de vraiment prendre le temps de creuser et de revenir sur cette histoire coloniale. Et comme tu disais tout à l'heure, des personnages comme Jules Ferry ou Gallieni, qui sont des figures tutélaires de la République. François Hollande a mis son quinquennat sous la tutelle de Jules Ferry, par exemple. Et en fait, ces personnages-là, à gauche en tout cas, il y a vraiment une gêne à les réexplorer, parce qu'on a justement cette espèce de sentiment de culpabilité, de se dire, nous aussi on a participé à cette histoire. Et en fait, je pense qu'il faut dépasser la culpabilité et oser affronter cette histoire. Et c'est la meilleure manière de proposer un contre-argumentaire
au récit que remobilise l'extrême droite. Et pas faire barrage contre l'extrême droite sans savoir ce qui est leur énergie, en fait. C'est à qui, justement, de faire ce travail, selon toi? Parce qu'on voit que les politiques, pour l'instant, c'est un échec. Est-ce que c'est à des associations? Est-ce que c'est aux familles? Quel est ton avis là-dessus? Je pense que effectivement, ce serait bien que ce soit les politiques qui s'en emparent, enfin que les politiques s'en emparent un peu plus. Mais je pense que toutes les personnes aujourd'hui qui ont accès au réseau, qui ont accès à des archives, des sources, il y a beaucoup d'historiens qui font un travail de vulgarisation de cette histoire. Enfin, il y a énormément de recherches en fait qui existent sur cette histoire. C'est juste qu'elles ont du mal à atteindre le grand public. Et donc j'ai l'impression que c'est vraiment un travail de faire ce lien vers le grand public. Et du coup, c'est des associations, des gens qui se mobilisent sur les réseaux, des familles effectivement. Au sein des familles, en tout cas pour les personnes qui sont non blanches, qui vivent en France, c'est quelque chose qui arrive assez souvent de parler de ces histoires, même si c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de tabous, parce que ça a été une histoire très traumatique. Mais la parole commence à circuler. En fait, je pense que tout le monde, en tant que Français et Française, est connecté directement à ce sujet. En fait, par exemple, il y a un petit village de Brioude, alors là, qui s'appelle Brioude, un petit village qui s'appelle Brioude en Auvergne. J'ai oublié le nom, là, à l'heure actuelle de la personne, mais il y a une des artères principales du village Brioude, qui est le nom du député qui a justement été le plus critique vis-à-vis du discours de Jules Ferry, parce que Jules Ferry a fait un grand discours contre la colonisation, pour la colonisation, excusez-moi, et il y a un député qui vient du coup d'Auvergne, de Brioude, qui a été le plus radical à critiquer ce discours de Ferry. Et donc voilà, il y a toujours des liens avec toutes les zones rurales de France. Actuellement, je suis à La Rochelle, c'est une ville qui est une grande ville, qui est une ville, mais qui est pas une super grande métropole, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Et c'est une ville qui est 100% connectée à l'histoire coloniale, que ce soit l'histoire de l'esclavage, mais aussi l'histoire du Second Empire colonial français. Et en fait, dans toutes les villes et villages, vous avez souvent des figures héroïques qui sont du coup statuifiées. Et même au-delà de ces figures statuifiées, si vous demandez à votre grand-père, toutes les personnes blanches françaises peuvent demander à leurs grands-parents est-ce qu'ils connaissent quelqu'un qui a été à la guerre d'Algérie, par exemple. Et oui, la plupart du temps, il y a ça dans toutes les familles. Et c'est souvent des tabous qui sont extrêmement difficiles. Et on voit aujourd'hui des personnes âgées qui ont peut-être, 80 ans et qui commencent à craquer d'un coup après des années de silence et qui se mettent à pleurer à table en racontant dans leurs derniers jours ce qui s'est passé. Et ça arrive extrêmement fréquemment, en fait. Donc tout le monde est lié à cette histoire. C'est pas quelque chose qui cible seulement les agglomérations. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, si on en revient un peu au rôle de la parole publique et de la parole politique dans cette gestion de l'histoire collective, pour le coup, un certain nombre d'occasions manquées? Je pense notamment tout récemment à l'anniversaire des accords d'Évian, qui aurait été peut-être l'occasion d'avoir enfin une conversation un peu ouverte ou un peu plus avancée sur ce qu'a été la réalité de la guerre d'indépendance algérienne et on va dire, des crimes de l'armée française là-bas, et de ce qu'a été l'occupation coloniale en Algérie. Encore une fois, on a vu que c'est passé complètement à l'as. Il y a eu le rapport Stora, il y a eu des choses, mais le courage politique était visiblement pas à l'appel. Je sais pas comment vous l'interprétez. Non, en fait, j'ai l'impression qu'en tout cas, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, il a tenté, comme d'habitude, de faire du en même temps. Donc, il y avait ce côté... En fait, c'est pas réellement par courage politique qu'il a osé parler de l'anniversaire des accords d'Évian, mais c'est surtout que la date, c'était une date butoir et qu'il y avait de plus en plus de prise de position populaire aussi, de prise de parole populaire sur ces sujets, et que là, il voit qu'il va falloir aborder ce sujet s'il veut continuer à toucher un électorat qui est lié à la diaspora. Et c'est la même chose qui s'est passée par rapport au franc CFA, par exemple. Il y a eu l'annonce de la sortie du franc CFA et de la mise en place de l'éco, donc franc CFA, ancienne monnaie coloniale. Et donc, il y a toujours cette technique d'Emmanuel Macron qui vise à essayer de gagner des points de sympathie auprès de la diaspora et aussi dans les pays d'origine des personnes issues de la diaspora. Alors, Johan Hufnagel, qui est le patron d'Upsider et qui est auvergnat, nous indique que Brioude, il y a 7000 habitants. Ouais. Donc, il ne faut pas dire que c'est un village, sinon ça va chier. J'ai une petite question du chat. Ouais. Nathan, et après une question de Judith. La petite question, alors on ressort un tout petit peu, mais c'est un sujet qui revient souvent. En quoi écologie et décolonisation sont deux concepts qui sont liés? Ouais. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la colonisation française, c'est pas seulement des gens qui viennent et qui envahissent un pays pour le fun. C'est avant tout pour exploiter les richesses des sols et les personnes, en fait, les personnes qui vivent sur ces sols. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser les gens qui vivent là, les indigènes,
pour exploiter le sol. Donc on va les faire travailler parfois le travail forcé et d'autres techniques. Mais dans tous les cas, on va créer un rapport hiérarchique au sein des personnes qui vivent dans la colonie. Donc les Français dits de souche. Par exemple, en Algérie, on les appelait les Français citoyens dits de souche française, et les indigènes qui vont être, dans le cas de l'Algérie, c'était les indigènes musulmans, mais en fonction des pays, il y avait différents statuts d'indigénat. Et donc, c'est toujours toute l'ambition coloniale, elle est toujours d'exploiter les terres, vraiment, de cette idée de développer, de faire pousser des choses. Et le colon, c'est une sorte d'agriculteur, en fait, qui va faire fortune en développant le sol. Et souvent, ce qui s'est passé dans la colonisation, c'est qu'on a eu, en fait, des monocultures imposées dans différentes colonies. Au Sénégal, on a l'arachide. En Indochine, ce qui s'appelle l'Indochine, on a tout ce qui va être le latex pour le caoutchouc. Par exemple, la grande entreprise Michelin, on parle encore de l'Auvergne, c'est construite grâce. Mais j'aime beaucoup l'Auvergne. Voilà, c'est une ville, Clermont-Ferrand, par exemple, qui s'est construite grâce au fait que Michelin avait des plantations d'EVA en Indochine. L'entreprise Le Sieur, qui fait de l'huile, aujourd'hui, qu'on prend de l'huile de tournesol, s'est construite grâce au Sénégal, en fait, aux travaux forcés au Sénégal, sur des grandes plantations d'arachides. Donc la monoculture dans ces territoires, elle est vraiment liée à l'entreprise coloniale, et c'est comme ça qu'on peut faire des liens. Après, il y a aussi le chlordécone, par exemple, le scandale du chlordécone aux Antilles. Il y a aussi les essais nucléaires en Polynésie française. La France a fait tous ses essais nucléaires, soit en Algérie, soit en Polynésie française. Et il y a encore des zones qui sont irradiées. Donc là, le lien avec l'écologie, il est direct. Et il y a aussi un lien à faire, je pense, avec le féminisme, parce que parmi les deux grands mouvements qui demandent une réhabilitation historique, il y a aussi celui des femmes qui demande la réhabilitation de figures invisibilisées. Il y a des liens aussi entre ces deux mouvements. Carrément, il y a un livre qui a été écrit par Françoise Vergès qui s'appelle Pour un féminisme décolonial, féminisme décolonial, et que je vous conseille du coup d'aller lire, voilà, sur le sujet. Et en fait, il y a aussi la question, il y a plein de courants, de manières dont le féminisme et les questions post-coloniales se rejoignent. Mais je trouve que ce qui est important de dire, c'est que là, on a parlé un peu des grandes figures qui sont souvent des hommes plutôt blancs qui sont mis à l'honneur dans nos espaces publics. Mais ce que les mouvements aujourd'hui qui travaillent sur les questions féministes et coloniales demandent, c'est pas forcément d'ériger des femmes pour remplacer les hommes qui sont mis en place, mais c'est plutôt de repenser même la manière dont on construit une mémoire commune, en fait. Et quand on crée un monument qui est sur une place publique, comme par exemple le monument à Joseph Gallieni, ce qu'on crée, c'est la mémoire d'un héros colonial, en fait, qu'on consacre en oubliant tout un contexte qui est extrêmement complexe et qui touche plein d'endroits du monde. Et on pourrait peut-être penser d'autres manières de raconter, de porter la mémoire de l'histoire, la mémoire française, en fait, qui soit pas juste figée des individus dans la pierre ou le bronze ou autre. C'est vrai qu'on a du mal à penser la transmission de l'histoire par autre chose que, effectivement, les héros et les dates. Et je pense aux exemples que tu citais tout à l'heure sur l'histoire de Le Sieur ou l'histoire de Michelin. Ça, c'est un patrimoine quelque part, où c'est une histoire qu'on ne nous transmet pas, parce que effectivement, si on fait pas la démarche d'aller chercher d'où viennent ces entreprises et comment elles ont construit leur fortune, on n'y aura pas accès. Il y a tout un rapport même à l'histoire qui est à reconstruire, à réimaginer. Oui, carrément. En fait, et d'ailleurs, quand je dis tout ça, c'est pas pour... Il y a beaucoup l'idée d'autoflagellation, de dire « Ah, mais en fait, Michelin, ils sont pas si sympas que ça ». C'est pas ça la question, en fait. C'est pas de se dire on va pouvoir condamner moralement telle ou telle entreprise ou telle figure, mais c'est vraiment juste comprendre d'où vient ce qu'on est aujourd'hui, en fait, d'où on vient, en fait, et tous et tout ensemble. Et ça, c'est un truc qui est du coup important pour cette histoire de comment on construit un contre-récit à l'extrême droite. Et du coup, c'est un challenge, je pense, hyper intéressant sur les 5 ans qui vont arriver, de se dire justement comment on repense la manière de faire histoire commune. Ce qui est au centre des programmes d'extrême droite, de Marine Le Pen et de Éric Zemmour, c'est justement redonner cette espèce de récit national français, récit de conquête, récit de grandeur de la France, aussi au travers de ses outre-mer. Marine Le Pen a un grand volet sur l'outre-mer et et du coup on voit que tous les candidats aujourd'hui, sans le dire, reconnaissent que ce qui fait la France, ce qui fait la grandeur de la France à l'échelle internationale, c'est le fait qu'on a le deuxième
la deuxième surface maritime mondiale grâce à ce qu'on appelle les confettis de l'Empire, donc les dom-toms, ou enfin les outre-mer en fait. Et donc tout ça, c'est vraiment comment on refait histoire ensemble, en intégrant ce qui reste aussi de cette histoire aujourd'hui. L'intégralité de cette émission commune entre nous, Loopsider et People, elle est à retrouver sur la chaîne Twitch de People, sur le Facebook de Loopsider ou sur la chaîne YouTube de Binge Audio. Et la soirée du second tour, ce sera le 24 avril aux alentours de 19h en direct sur ces mêmes plateformes. Merci à Raphaël Liorca et Someboy Vrenon, ainsi qu'à tous les invités et toutes les équipes mobilisées pour cet événement. Merci à Elisa Grenet d'en avoir fait cet épisode de Programme B, qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.